Donc, Octopus, c'est le nom. Je vais commencer par présenter un petit peu qui je suis et ce que j'ai fait. Donc, je m'appelle Willy. J'ai créé Octopus il y a un petit peu plus d'un an, qui est une entreprise basée au nord de Dole, dans le Jura, qui a pour objectif de transmettre toutes les connaissances de la permaculture et de l'agroécologie au plus grand nombre. Et donc, à Octopus, on est un bureau d'études en permaculture, c'est-à-dire qu'on conçoit, on dessine des espaces extérieurs selon les principes de permaculture. On fait des formations en groupe ou à domicile spécifiques chez vous, dans votre jardin. Et on propose aussi tout un tas de matériel, d'outils, de plans. J'en ai un là par exemple, hein, une fameuse grelinette pour ceux qui connaissent. Donc en fait, on propose vraiment tout ce qu'il faut pour réussir à jardiner de façon naturelle. Et donc aujourd'hui, le sujet de cette conférence, c'est comment réussir, comment aménager son jardin en permaculture, qu'on habite une maison ou un appartement. Alors vous avez le droit de me poser des questions, hein. Surtout il ne faut pas hésiter, surtout si ce n'est pas clair. Alors ce que je vous propose, c'est de commencer par, brièvement, sur qu'est-ce que la permaculture. Est-ce que tout le monde connaît ? Alors la permaculture, ça a été créé il y a un petit moment en Australie, qui vient de l'anglais, un anglicisme qui veut dire permanent culture, culture permanente. C'est-à-dire qu'on fait pousser toujours quelque chose. D'accord ? Donc quand on combine les deux mots, ça fait permaculture. Donc, la permaculture, c'est avant tout une approche globale, c'est-à-dire qu'on essaye d'éviter de se concentrer juste sur le problème. Si jamais on fait ça, on a tendance à oublier tout ce qu'il y a autour du problème et souvent la solution, elle est autour du problème. Donc c'est aussi une façon de réfléchir. Et la base en fait de la permaculture, c'est d'observer la nature et de s'en inspirer pour l'imiter. Si vous êtes d'accord avec moi, la nature, elle n'a pas besoin de nous pour savoir comment faire pousser des végétaux. Si je vous pose la question, où est-ce que sur la planète on peut trouver les systèmes les plus productifs en termes de végétaux? D'après vous, c'est où? Dans les forêts tropicales, absolument. En Amazonie. Et donc, à cet endroit-là, si on observe cette zone-là, est-ce que vous avez l'impression que c'est une zone où tous les végétaux sont tous les mêmes? Ou est-ce qu'au contraire, il y a une diversité immense et une multitude de végétaux à un endroit bien précis, qui sont très très compacts? Et donc, si on regarde ça, on se dit « Ah mais ça fonctionne !» Donc, on va essayer d'imiter ce principe-là dans nos jardins. On va essayer de créer des écosystèmes chez nous, hein, même tout petits, pour s'économiser du temps. La permaculture, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce que la nature peut faire pour nous gratuitement, ben c'est autant de temps que l'on gagne ou autant de sous que l'on n'a pas à dépenser. Si on passe beaucoup de temps dans notre jardin à arroser ou à désherber ou à chasser les limaces, vous voyez, tous ces problèmes-là, c'est qu'a priori, il y a un déséquilibre dans notre jardin. La permaculture, c'est ça, c'est de comprendre ce déséquilibre pour recréer l'équilibre et l'écosystème. Ça va ? Alors en permaculture, il y a aussi 12 principes. Je ne vais pas vous les lire tous, je vais vous choisir 3, les 3 principaux, ceux que pour moi sont le plus parlants. Le premier, c'est observer et interagir. Ça ne s'applique pas qu'au jardin, hein, mais avant d'agir, il est important d'observer et de comprendre ce qui se passe. Le deuxième que je voulais souligner aujourd'hui, c'est intégrer plutôt que séparer. Parfois, on a la mauvaise habitude, quand on a un souci, un problème, c'est de détruire. Sauf qu'en fait, quand on fait ça, je vais vous donner un exemple concret, vous allez comprendre. Quand on fait ça, souvent, on ne règle pas le problème, au contraire, on l'accentue. Exemple, des fois, dans nos pelouses, on me pose souvent la question « Ah, j'ai plein de pissenlits dans mon jardin, comment je fais pour m'en séparer ?» Je les arrache, je mets des produits. Ben non. En fait, le pissenlit, s'il pousse à cet endroit-là, c'est parce que le sol est très compact. C'est une des seules plantes qui peut, avec sa grosse racine, pousser à cet endroit-là. Si vous le coupez, ben, il va repousser tous les ans. Alors que si vous le laissez, sa grosse racine va décompacter le sol. Et au bout de certains temps, hein, ça dure quelques années malgré tout, mais au bout d'un certain temps, ben, votre sol sera décompacté et naturellement, il n'y aura plus de pissenlit. Donc concrètement, par rapport à ça, souvent, ce que je conseille, c'est de réserver un endroit dans son jardin où on ne tombe pas,
où on laisse justement le pissenlit se développer année après année. Ça dure 2-3 ans et au bout de 3 ans, les pissenlits disparaissent d'eux-mêmes. Et après, vous faites une rotation. Oui, c'est ça ce principe. Avant de détruire, on réfléchit, on observe pourquoi il se passe ça, et souvent c'est là que la solution apparaît. Et le dernier, c'est, que je voulais discuter aujourd'hui, c'était utiliser et valoriser la diversité. Et oui, comme je vous le disais, notre modèle, la forêt, il y a une grande diversité. D'ailleurs, ça ne s'applique pas qu'au jardin. Hein. Plus il y a de diversité, plus il y a de chances que votre écosystème, votre jardin, résiste dans le temps. Si jamais, comme dans notre agriculture traditionnelle, si jamais on n'a qu'un type de végétal et qu'il se passe un problème climatique, par exemple, dans notre jardin, si on fait pousser du maïs et que c'est la grosse sécheresse, le maïs, il a besoin d'eau, il va mourir. Et on n'a pas d'autre solution pour corriger ça. Si dans le jardin, on a plein d'espèces végétales, plein d'écosystèmes qui se créent, plein de microclimats, et ben du coup, il y a plus de chances que ça résiste aux différents problèmes qui peuvent se passer durant l'année. Et donc, comme je vous le disais, hein, la permaculture, ce n'est pas juste le potager, c'est aussi une méthode de réflexion. Donc, réfléchir permaculture, c'est pour moi ce qui est le plus parlant. Dans un jardin, par exemple, un composteur, un potager, un récupérateur d'eau, tout ce qu'il y a à l'extérieur, j'appelle ça un élément. Chaque élément a des besoins et a des fonctions. Les fonctions, c'est à quoi ça sert. D'accord ? Par exemple, un récupérateur d'eau, lui, il est là pour nous donner de l'eau, et son rôle, il a besoin d'eau de pluie pour ensuite l'accumuler. Et donc, quand on fait un jardin en permaculture, quand je conçois un espace, on essaye de faire en sorte que tous les éléments, tous leurs besoins soient remplis par d'autres éléments. Et comme ça, si tous les éléments ont leurs besoins remplis tout seuls par d'autres éléments du jardin, on a créé un écosystème viable. Vous comprenez ? Alors, je vais faire un petit jeu, un petit exemple pour que vous compreniez. On va prendre la poule. Alors là, j'ai besoin de vous. La poule, elle produit quoi? À quoi elle sert la poule dans un jardin? Des œufs, oui, bien sûr, c'est le premier truc qui nous vient. Elle sert à quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle peut produire? Elle mange les limaces, oui, c'est vrai. Elle gratte au sol, oui. Effectivement, les fientes de poule, c'est aussi très riche pour le potager. Oui. Et il y en a une multitude, en fait. Alors, je vous en ai mis quelques exemples. Donc, effectivement, ça donne des œufs. Ça peut donner des poussins. Hein, si jamais on veut avoir un élevage et qu'on a un objectif de manger notre propre production. On a souvent oublié, les poules aussi, elles produisent de la chaleur. Comme tout être vivant, en fait, hein, ça produit de la chaleur. Donc, ces fonctions, on peut s'en servir en permaculture. Par exemple, la chaleur, ça va servir à d'autres choses. Par exemple, mettre un poulailler contre une serre ou à l'intérieur d'une serre, ça produit de la chaleur l'hiver. Et de quoi a besoin une poule? De nourriture, oui, pardon, du grain, oui. De l'eau, oui. Des cailloux, oui, pour pouvoir faire les coquilles, absolument, et puis pour pouvoir digérer. Ça a besoin d'un abri, ça a besoin d'un certain espace. Et donc, voilà, là, vous avez l'illustration. La poule, donc c'est l'élément au centre. Vous avez ses fonctions, enfin un exemple, enfin quelques-uns, et vous avez ses besoins. Et donc, quand on positionne le poulailler dans le jardin, il faut se poser la question, alors, ok, ses besoins, elle a besoin d'eau. Donc, quel autre élément dans le jardin va donner l'eau aux poules? Si jamais on ne réfléchit pas à ça, on va être obligé d'aller donner de l'eau tous les jours avec notre arrosoir, et du coup, on va passer du temps dessus. Alors que si jamais c'est bien réfléchi, si jamais on met un endroit, un récupérateur d'eau sur le toit du poulailler, vous voyez, ça se fait tout seul. C'est un exemple, mais c'est comme ça qu'en fait qu'on réfléchit pour avoir un jardin équilibré et dans lequel on ne passe pas notre vie. Parce que je suis un petit peu feignant en fait. Hein, on est peut-être un peu tous pareils, mais on n'a pas forcément envie de passer des jours et des jours dans le jardin. Donc l'objectif, c'est de créer des écosystèmes. Ah, alors là, on voit pas grand-chose. C'est tout flou. C'est pas grave, je vais zapper. Mince, on voit plus trop les photos. Je voulais vous montrer, mais vous pourrez venir voir sur le stand, je voulais vous montrer en fait un exemple
de design permaculturel, c'est-à-dire quand je conçois un jardin, je le dessine selon les principes que je viens de vous expliquer. Malheureusement, c'est flou, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi. Alors, maintenant on va parler concrètement. Comment réussir à faire pousser ses légumes chez soi selon les principes de permaculture, qu'on ait une maison ou un appartement? Est-ce que tout le monde a une maison ou certains d'entre vous sont en appartement là? Maison? Ok. Alors, première question à se poser, c'est où est-ce qu'on le fait notre potager? D'accord? Il faut bien choisir l'endroit, ça c'est très important. Il faut que ça soit au soleil, hein, ne le mettez pas à l'ombre, si vous pouvez, hein. En tout cas, l'endroit où il y a le plus de soleil possible de votre terrain, et à l'abri du vent. Le vent, c'est une des causes principales de la non-croissance des végétaux, parce que quand il y a trop de vent, ben, le végétal, il est comme nous, hein, et du coup, il ne pousse pas de trop. Donc, à l'abri du vent et au soleil, c'est l'idéal. Et alors, le potager, attendez, hop, j'en ai raté une, non, c'est ça. Pour savoir quoi y planter, souvent on me pose la question, mais qu'est-ce que je vais y mettre? En fait, on fait simple, hein. Réfléchissez ce que vous avez envie de manger. Souvent, ce que je conseille, avant d'arriver avec une liste de 40 légumes, choisissez-en 3. D'accord? Les 3 vraiment que vous aimez le plus. Alors, c'est souvent les mêmes qui ressortent, hein, mais je sais pas, vous allez me dire tomates peut-être, courgettes, voilà. Vous en choisissez 3. On part de ces 3-là. On prend le plus gros, hein, celui qui prend le plus d'espace. En général, on se rend compte, hein, les courgettes, les courges, ça prend plus de place qu'un radis. On commence par celui-là et c'est à partir de ce légume-là qu'on va concevoir et qu'on va en fait organiser notre potager. Et donc à cela, on va associer les légumes qui s'entendent bien avec celui qu'on a choisi. On appelle ça le compagnonnage en permaculture. Parce que certains légumes, certains végétaux s'entraident. Par exemple, j'aime bien associer mes carottes avec mes radis. Quand je sème les radis et les carottes, je les mets ensemble, je les sème en même temps. Les radis poussent avant, les petites feuilles de radis vont protéger les pousses des carottes. Au moment où les carottes auront besoin d'espace, il n'y a pas de souci, les radis seront déjà mangés. On va associer la tomate avec le basilic. C'est pas bon que dans l'assiette. Le basilic pousse très bien à l'ombre des feuilles des pieds de tomate. Donc il faut avoir cette réflexion-là pour en fait les différents légumes. Alors il existe des tonnes de tableaux. Là-dessus, je vais être un petit peu, je vais faciliter le truc. Vous allez sur Internet, dans les bouquins, il y a 15 000 tableaux différents sur quels légumes il faut mettre avec. D'accord? Faites simple. Choisissez-en un. Testez. D'accord? Alors ensuite, souvent on me dit, oui, mais ma terre, elle n'est pas bonne. Alors qu'est-ce qu'une bonne terre? Donc la réponse, je l'ai mise là. Une bonne terre, c'est une terre vivante. D'accord? Il faut qu'elle soit vivante. Et on peut, je veux dire, j'en ai la preuve, c'est pas moi qui ai inventé ça, hein. On peut faire pousser à peu près n'importe quoi, n'importe où, même avec une terre ultra argileuse ou une terre ultra sableuse. Avec les méthodes de permaculture et d'agroécologie, on arrive à faire pousser des légumes dans le Sahara. D'accord? Donc il n'y a pas de mauvaise terre. On part de ce qu'on a. Et donc la terre, pour la rendre vivante, hein, au fur et à mesure, année après année, pour y arriver, il faut qu'on lui donne à manger et à boire, comme nous. Il faut qu'on la protège du froid et du chaud, comme nous. Puis il faut qu'elle respire, comme nous. C'est facile, d'accord? C'est vivant. Alors pour lui donner à manger, eh ben elle a besoin d'azote et de carbone. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe-là, les matières azotées et matières carbonées. L'azote, c'est tout ce qui est vivant humide. La tonte, quand vous tondez votre pelouse, l'herbe toute fraîche, ça c'est de l'azote. Vos épluchures de légumes, c'est de l'azote. Le pipi, c'est aussi de l'azote. Le carbone, à l'inverse, c'est les feuilles mortes, c'est tout ce qui est sec. Feuilles mortes, les cartons d'emballage, marron, là, vous savez qu'on récupère des fois ici ou là, ça c'est du carbone. Et donc, votre terre, tous les organismes vivants ont besoin d'un équilibre azote-carbone. Donc il faut leur apporter de temps en temps, par exemple par l'intermédiaire du compost, de l'azote et du carbone. Un bon compost, c'est une association équilibrée entre matière azotée et matière carbonée.
Pour être concret, c'est quand vous allez jeter un seau d'épluchure de légumes dans votre composteur, eh ben, il faut jeter un seau de matière carbonée, donc de feuilles mortes ou de carton. Si vous ne faites pas ça, ben, ça va être déséquilibré. Et soit ça va pourrir, ça va sentir mauvais, soit ça va mettre du temps à se décomposer. Et donc, et bien sûr, il faut aussi lui donner à boire. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a moyen d'éviter d'arroser tous les 3 jours son potager. Alors l'année dernière, on n'a pas trop eu de soucis, hein, je crois, pour l'arrosage, ça a été. Mais même quand il fait chaud, il existe des méthodes pour éviter l'arrosage. Et donc la base, c'est le paillage. Il faut couvrir son sol. Il y a plein de façons différentes de le faire, mais il faut toujours que le sol soit couvert. Pourquoi? Je reviens au début. Hein. Si vous regardez dans la nature, un sol naturel sans rien dessus, ça n'existe pas. Sinon c'est du caillou, quoi. Et encore, hein, au bout d'un moment, le caillou il va être couvert par le végétal. Donc il faut toujours le couvrir. Lorsque vous couvrez votre sol, vous le protégez du chaud, du froid, du vent, ça évite que ça s'assèche, ça évite que ça gèle. Tous les organismes vivants en fait, du sol restent vivants et vous rendront des services après. Le meilleur paillage qui existe, selon moi, c'est la paille. Bio, si possible. Parce que du coup, il n'y a pas de produits chimiques dedans, antifongiques, etc. Pas facile à trouver, mais une fois qu'on a trouvé un producteur de céréales autour, eh bien, il ne faut pas hésiter à lui demander des petites bottes de paille. Voilà. En général, ils acceptent. Et si vous n'en avez pas, eh bien, vous pouvez trouver d'autres matériaux. Il existe le foin ou il y a un producteur de miscanthus dans la région aussi qui peut faire ça. Donc l'idéal, c'est la paille, et sinon, après, vous pouvez faire ça avec autre chose. En hiver, on peut le pailler, le sol, mais on peut aussi le couvrir, enfin, utiliser un végétal vivant, un paillage vivant. C'est-à-dire que si jamais vous semez, par exemple, des céréales en hiver, ce qu'on appelle des engrais verts, sur votre potager, en fait, vous allez avoir un paillage, mais vivant. Vous avez des choses qui vont pousser, mais qui vont couvrir votre sol naturellement. Par exemple, avec des fèves. Vous voyez? Les fèves, vous voyez ce que c'est? C'est fantastique, ce végétal. Ça a la capacité de capturer l'azote de l'air pour le redonner ensuite dans le sol. Il n'y en a pas beaucoup de végétaux qui sont capables de faire ça. C'est équivalent, vous savez, les engrais liquides que certains nous vendent dans les jardineries. Dedans, c'est de l'azote liquide. Hein. Donc autant planter des légumes ou des végétaux qui sont capables de le capter et de le donner eux-mêmes. On le protège du froid et du chaud, le sol, comme je vous l'ai dit, avec le paillage. Et quand on est en balcon ou en terrasse, il faut choisir la bonne taille du carré potager, le bon bac. Il faut que ça soit une bonne taille, pas trop petit et pas trop gros. Pourquoi, après vous? Pourquoi il ne faut pas qu'il soit trop petit, le bac? Une idée? Parce que c'est trop serré, parce qu'il y a assez de terre. Et c'est lié aussi à... il ne faut pas que ce soit trop froid, trop chaud. C'est-à-dire que si le volume est trop petit, en été, ça va s'assécher très vite. Vous allez devoir arroser quasiment tous les jours en été. Et en hiver, c'est pareil, si jamais il est trop petit, quand il gèle, et ben du coup, tout dedans, ça gèle, et tous les organismes vivants meurent également. Donc le minimum que je conseille, c'est 60 par 60 par 60. C'est le minimum. En faisant ça, vous êtes à peu près tranquille avec un bon paillage du coup, au niveau de l'arrosage. 60 cm. Ouais, 60 de haut, 60 de là. Voilà. Ça fait un beau carré. Mais au moins avec ça, du coup, ça protège. Avec ça, vous êtes sûr qu'au cœur, les organismes vivants sont protégés de la sécheresse et du gel. Alors, pour la respiration, il faut qu'elle respire la terre. Donc nos anciens avaient pour habitude de labourer le sol. Bon. Quand on laboure le sol, en fait, on retourne le sol, la terre, et donc tout ce qui était à la surface se retrouve dessous, et ce qui était dessous se retrouve dessus. Tous les organismes vivants qui, eux, ont besoin de lumière et d'oxygène, qui donc vivaient à la surface, se retrouvent dessous, donc meurent, et tous ceux qui étaient dessous, qui eux avaient besoin d'obscurité, eh ben, se retrouvent dessus et meurent. L'alternative de ça, donc je ne suis pas méga fan, hein, vous avez compris, du labour, l'alternative c'est ça. C'est ce qu'on appelle une grelinette.
Donc c'est un outil à deux manches qui a pour objectif d'aérer le sol sans le retourner. Donc je vais poser le micro un instant juste pour vous montrer comment ça marche. Cet outil-là, ça évite de se faire mal au dos. On le fait une fois par an. Votre sol est aéré. Du coup, ça apporte de l'oxygène aux racines, à tous les organismes vivants qui sont dedans. Ça leur permet de se développer. Ça fait de la place pour les racines. Ça permet à l'eau de s'introduire. Enfin bref, c'est magique. Non, le motoculteur, en fait, ça va détruire tout ce qu'il y a dedans. Et quand on motoculte le sol, ça fait repartir votre sol à zéro. C'est dommage. C'est pas grave, ça arrive. Donc, si je récapitule, il faut choisir le bon endroit. On sélectionne les végétaux qu'on aime, nous, hein, qu'on a envie de se faire plaisir. Hein. Ça peut être aussi des fleurs hein, qu'on a envie de voir. On achète pour les balcons, on achète un bac aux bonnes dimensions, ou on construit. Le terreau, pour les balcons, hein, on essaie de prendre du terreau bio, si c'est possible. On dépose du compost et on recouvre de paille. Je suis désolé, les photos n'apparaissent pas. Je ferai mieux pour la prochaine fois. Donc il y a une solution pour tout ça, c'est les buts. Les buts en permaculture. J'imagine que certains d'entre vous ont entendu parler de ça, de faire des buts en permaculture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça marche aussi bien sur son balcon que dans son jardin. En fait, le principe, c'est de faire une superposition de couches de matière pour recréer un sol, un compost. Donc, les couches, elles sont indiquées. On commence par le bas, là, le numéro 7. Une couche de carbone. Alors, vous vous rappelez la couche de carbone? Ce que c'est, le carbone? Voilà, feuille morte ou carton, si on n'a pas, ou voilà, papier, les rouleaux de sopalin, tout ça. Ça, c'est du carbone. Donc, on fait une couche de 10-15 cm. On arrose à fond. Il faut vraiment que ça soit bien trempé. Pourquoi? Parce que ça va activer la décomposition. Sur cette couche, on met une couche d'azote. Donc ça, c'est par exemple la tonte d'herbe. C'est là qu'on a les plus gros volumes d'azote. Ou les épluchures de légumes. Pareil, 10-15 cm. Si jamais on a suffisamment de matière, on recommence une fois. Une couche de carbone, une couche d'azote. Si on a suffisamment de matière. Ensuite, on met un petit peu de terre par-dessus. Alors la terre, on ne l'achète pas. Quand on est en jardin, en fait, moi ce que je fais, c'est que je creuse autour l'allée, en fait, si vous voulez, autour du potager, et hop, je la mets dessus. D'accord? Il n'y a pas besoin que ce soit très épais. Hein. C'est juste un petit substrat pour que les plantes viennent en fait se développer dedans au début. Un peu de compost par-dessus, et enfin la paille. Donc là, on a la succession de carbone et d'azote. On a la terre, on a le paillage, on a tout ce qu'il faut. Quand vous faites ça, vous avez une espèce de réserve de matière organique avec de l'engrais du coup naturel qui est ultra puissant. Et vous le faites une fois, c'est un peu de boulot la première année à faire, hein, je ne le cache pas, parce que le plus dur c'est de trouver les ressources, hein, l'azote, etc. Mais après vous êtes tranquille. Chaque année, il faut juste mettre un petit coup de râteau pour reformer la butte parce qu'elle s'affaisse. Et on met 2-3 cm de compost et puis c'est tout, d'épais. Il n'y a pas besoin de refaire les couches à chaque fois. Ça peut peut-être surprendre certains. J'ai pas mis de branches ou de bois dessous. Des fois, on voit ça sur Internet où on dit qu'il faut creuser et puis mettre. Je trouve ça beaucoup de boulot de mettre des branches, de creuser pour y mettre. Et en plus, les branches, les bouts de bois, elles vont mettre 10-15 ans à se décomposer. Donc, je préfère partir de petits bouts. Ça peut être du broyat, par exemple, du bois broyé. Ça marche aussi. Voilà. Et alors, avec ça, les légumes, ils adorent. Alors, principalement les légumes gourmands. Hein. Type courge ou courgette. Les tomates, c'est pareil. Avec ça, c'est... Voilà. Donc ça, c'est une photo de chez moi avec ma petite fille. Où vous voyez les buts. Vous les voyez là? Il y en a donc 3. Celle qui est tout à gauche, c'est celle qui est remplie de courges. Voilà.
En gros, ce que je voulais vous dire, et puis là maintenant, du coup, bah, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Merci pour votre attention. Je vais laisser ça. Absolument. Est-ce que les courges, on peut les faire grimper? Alors, je ne sais pas si vous voyez sur la photo, là, juste à côté. Là, j'ai fait un tipi en bambou, sur lequel, en fait, bon, bah, sur la photo, là, c'était juste le début, mais j'ai fait grimper justement les courges. Il faut mettre des ficelles à l'horizontale pour qu'elles puissent s'y accrocher, sinon ça ne suffira pas. Il faut les aider un petit peu. Et, alors, je sais pas, c'est l'occasion pour moi de... C'est mon système de tuteurage, ça, les bambous. Vous voyez, je mets pas de tuteurs verticaux ou en tortillon. En fait, je prends des bambous, surtout quand on a des bambous dans le jardin, ben, c'est bien pratique pour ça. Comment? C'est pour les tomates, oui. Et donc en fait, les bambous à l'horizontale, dessus j'accroche des ficelles qui viennent ensuite s'accrocher aux pieds de tomates au fur et à mesure qu'elles poussent. Donc les tomates ne s'accrochent pas d'elles-mêmes aux ficelles. C'est quand la tomate commence à être un peu grande, je mets la ficelle et je l'accroche. C'est en fait les maraîchers professionnels, dans leur serre, c'est comme ça qu'ils accrochent les pieds de tomates. Comment? Non, ben, elle pousse à côté de la ficelle et souvent il faut en rajouter une autre un peu plus tard. Parce que chez moi, les tomates, après elles sont hautes jusqu'au bambou. Hein, ça fait vraiment un... Ah, ça c'est la question, est-ce qu'on taille les gourmands ou pas des tomates? Exactement, il y a deux écoles. Eh ben, peu importe. Si vous coupez les gourmands, ça prendra moins de place, vous aurez moins de tomates, elles seront un poil plus grosses. Par contre, ça vous prendra un peu plus de temps parce qu'il faut les couper. Hein, parce que c'est vite fait de se faire déborder, ça dépend combien de pieds de tomates on a, mais si jamais vous ne coupez pas vos gourmands, vous allez avoir un gros buisson, c'est très vert, vous aurez plein de tomates, un petit peu plus petites. Par contre, vous aurez passé 0 minute à essayer de tailler les gourmands. Ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous mettez une variété de tomates pour faire, vous savez, les grosses tomates pour les tomates farcies, c'est peut-être bien d'avoir un pied ou deux où on coupe les gourmands. Si c'est des tomates cerises, vous embêtez pas. Vous faites un buisson. Si vous avez la place, sur un balcon, ça vaut peut-être le coup de tailler les gourmands. La question c'est, je répète hein, pour que tout le monde entende, est-ce que du coup on change la rotation en fait des cultures? D'après vous? Absolument. Alors j'ai jamais de jachère. Jamais je laisse une zone sans rien qui pousse. Je plante toujours quelque chose. Mais effectivement, je fais tourner. Si jamais je mets tout le temps les tomates au même endroit, il y a de bonnes chances qu'au bout d'un moment, il y a les maladies qui se développent là. Vous voyez, par exemple, l'année dernière, on a eu, certains d'entre nous ont eu un peu de mildiou, je crois. Donc là, remettez pas vos tomates à cet endroit-là. D'accord? Vous mettez les courges à cet endroit-là et les courgettes. D'accord? Moi, sur une butte, elle fait 80 cm de large, ce que je conseille souvent. Pas trop large, parce que sinon on ne peut pas atteindre le milieu, on se pète le dos, voilà. Et pas trop petite, parce que du coup, comme ça, sinon on perd trop de place. Donc sur 80 cm, j'ai souvent le légume le plus gros au milieu, donc, prenons l'exemple des tomates, et après, de chaque côté, j'en ai d'autres. Par exemple, une ligne de salade, et puis devant, les carottes et les radis, avec un pied de basilic ou d'autres aromates, ou des fleurs, important les fleurs, au milieu. Et donc cette butte-là, c'était voilà. Moi cette année, je vais inverser là, les courges et les tomates. Oui, je mets des fleurs, très souvent comestibles. Celle que je conseille, qui est selon moi vraiment importante d'avoir dans son jardin, je dirais c'est le souci, la capucine, le cosmos, la bourrache, si j'en ai un peu de place, les œillets d'Inde, merci, voilà. Ils sont tous comestibles, elles sont toutes comestibles, et en plus elles ont un intérêt pour la protection des autres légumes.
Un insecte ne peut retenir qu'un certain nombre d'odeurs. Les insectes qui viennent manger vos légumes, si jamais ils arrivent dans un endroit où il y a trop d'odeurs, ils sont perdus et ils ne trouvent pas le légume qui venait en fait ravager, entre guillemets. Entre autres. Il y en a, ils sont là parce qu'ils attirent l'insecte, et d'autres, c'est juste pour faire une espèce de camouflage, la diversité. J'ai pas la photo là, mais j'ai un mandala. Vous voyez ce que c'est un mandala? C'est un potager en rond, en forme d'étoile ou de fleurs. Vous pouvez venir, j'ai un exemple sur mon stand. Et ben, sur un mandala, j'ai je sais pas, une quarantaine de variétés végétales, entre légumes, fleurs. J'aime bien aussi mettre, quand on a un petit peu de place, des petits fruits rouges aussi. Un pied de groseillier. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a des végétaux qu'il ne faut pas mettre dans des endroits où on a des choses comestibles? Je dirais que si vous avez des enfants qui ont accès à cette zone-là, ou des gens qui seraient susceptibles de manger en pensant que c'est comestible, il vaut mieux éviter les trucs toxiques. Non. Non. Oui, vous voulez me dire, est-ce qu'un végétal toxique pourrait intoxiquer Non. Non. Alors, si faisons attention aux végétaux qui ont besoin d'une terre acide. D'accord, il y a certains végétaux qui ont besoin d'une terre un peu plus acide. Par exemple, les myrtilles. D'accord, le myrtillier, lui, a besoin d'un sol un peu plus acide. Donc, si vous le plantez dans une zone à côté de vos tomates, bah là, ça va pas. Ils vont pas forcément ensemble. Ça va pas ça va pas vous rendre malade. C'est juste qu'il y en a un des deux qui va pas trop pousser. Souvent le myrtillier. Et donc, à ce titre-là, j'évite de planter des conifères, des sapins ou des tuyas à cet endroit-là, quoi. Et les myrtillers, eux, par contre, peuvent se plaire pas très loin d'un sapin. Comment? Eh ben oui, les myrtilles dans la nature seront là-bas, effectivement. Voilà. Ben, je vous remercie.